Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où nous allons lever le voile sur les effets indésirables des inhibiteurs de la pompe à protons. Vous avez peut-être entendu parler de ces médicaments miracles qui soulagent les brûlures d'estomac, mais savez-vous vraiment tout sur eux? Moi c'est Guillaume, je suis pharmacien en officine et vous êtes sur ma chaîne Pharmacologique. Dans cette vidéo, je vais plonger dans les détails moins connus mais tout aussi importants de ces médicaments. Préparez-vous à découvrir des informations qui pourraient bien changer votre façon de gérer votre santé digestive. On va voir ensemble les mécanismes d'action, les effets indésirables, et je vais vous donner les conseils pour limiter leur utilisation. Et tout ça en moins de 7 minutes. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti! Les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est une classe de médicaments largement utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux tels que les reflux, les ulcères et les gastrites. Enfin, tout ce qui brûle l'estomac, quoi. On va les appeler IPP, parce que inhibiteurs de la pompe à protons, ça fait Star Wars. Et j'aime bien, mais c'est pas le sujet. Les IPP font partie des médicaments les plus prescrits en France, avec environ 16 millions de patients traités, soit un quart de la population française. Cependant, plus de la moitié de ces prescriptions ne seraient pas justifiées médicalement. Et non. Et c'est pas moi qui le dis, toutes les sources sont en description. Mais au fait, ces IPP, qui sont-ils? Le chef de file, c'est le Mopral. Valeur sûre, c'est le patron. Après sont arrivés les cousins, Inipomp Eupentol, Lanzor Ogast et Pariet. Et enfin la mégastar, Inexium. Les IPP agissent en bloquant spécifiquement le transporteur H+K+ ATPase, également appelé pompe à protons. Ces pompes sont situées dans les cellules de la paroi de l'estomac, c'est-à-dire les cellules pariétales. C'est cette enzyme qui est responsable de la sécrétion d'acide chlorhydrique, donc c'est cette enzyme qui est responsable du pH acide de l'estomac. Et lorsque les IPP sont administrés, ils vont pénétrer dans les cellules pariétales et vont être activés uniquement en milieu acide. Mais ça, on y reviendra. Sous leur forme active, les IPP se lient de manière covalente à la pompe à protons, c'est-à-dire de manière définitive. Et en se liant avec cette pompe, ils vont bloquer son fonctionnement. Donc moins d'acide dans l'estomac, donc moins de symptômes. Cet effet inhibiteur persiste entre 18 et 24 heures. Alors pourquoi? C'est le temps pour que de nouvelles pompes à protons soient synthétisées par les cellules pariétales. C'est ce qui explique l'efficacité prolongée des IPP, malgré leur vie dans l'organisme plutôt courte. Mais me direz-vous, il y a d'autres pompes à protons, notamment dans le côlon et le rein. Alors pourquoi les IPP n'agissent qu'au niveau de l'estomac? Parce qu'ils sont, oui j'écoute, activés en milieu acide, très bien, on l'a déjà dit. Donc ils n'agissent qu'au niveau du microcanal des pompes de l'estomac, là où règne un pH très acide. Ah ouais, c'est l'enfer là-bas, pire que le Mordor. Alors vous prenez vos IPP, vous n'avez plus de brûlure à l'estomac, vous pouvez faire des tourbillons dans le jardin, la belle vie quoi. Pas toujours. En effet, si les IPP sont souvent bien tolérés, ils possèdent quand même des effets indésirables à long terme. Premièrement, les IPP rendent l'estomac moins acide. Or, certaines vitamines ont besoin de cette acidité pour être absorbées. C'est le cas du magnésium, du zinc, du fer, du calcium, de la vitamine B12, de la vitamine C. Cette baisse d'absorption peut entraîner de véritables carences à long terme. Alors déjà, petit conseil cadeau, il sera judicieux de prendre des complexes de multivitamines pour compenser ces carences. Deuxièmement, on observe un risque accru d'infection à Clostridium difficile, une charmante bactérie responsable d'infections respiratoires et de pneumonie. Alors d'où ça vient ça? L'estomac étant moins acide, on a moins de bonnes bactéries qui sont censées nous protéger. Alors ça, c'est la flore intestinale, mais on le verra dans une autre vidéo. Et quand cette flore intestinale ne nous protège plus, ce sont les mauvaises bactéries qui prennent le dessus et qui se développent dans l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Vous l'avez compris, cette baisse d'acidité soulage la douleur et permet à l'estomac de cicatriser. Mais en même temps, elle peut être responsable de carences et d'infections bactériennes. Alors que faire? On s'enferme en pleurant et on déménage au Tibet? Non. On peut tout simplement mettre en place quelques règles simples. Tout d'abord, limiter les aliments riches en graisse, surtout le soir, car ces aliments gras rallongent le temps de la digestion. Fractionner les repas et manger lentement en prenant le temps de bien mastiquer. Alors oui, ça paraît bête, mais c'est super important. Plus vous avalez de gros morceaux, plus l'estomac compense en envoyant de l'acide.
Privilégiez les cuissons légères comme la vapeur ou la cuisson à l'eau plutôt que les fritures. Avoir un bon apport en fibres pour éviter la constipation et les ballonnements qui peuvent aggraver le reflux. Surélever la tête du lit pour dormir afin de faciliter la digestion. Éviter le tabac et l'alcool qui favorisent les remontées acides. Bon, ça on va peut-être pas le dire à chaque fois car l'alcool et le tabac, ça soigne rarement les maladies. Il existe aussi des traitements naturels vendus en pharmacie à base d'aloe vera, de camomille, d'orme rouge pour diminuer l'acidité mais sans bloquer les pompes. Et attention à l'arrêt du traitement, il peut y avoir un effet rebond, c'est-à-dire que si on stoppe brutalement les IPP, eh bien 24 heures après, les pompes sont toutes neuves et peuvent toutes balancer l'acide en même temps. Et on ne m'arrête pas le traitement sans en parler au médecin d'abord. Enfin, dernier conseil, likez-moi cette vidéo. Plus vous likez, plus il y aura de vidéos et mieux vous comprendrez vos traitements. Allez, on se fait un petit récap des conseils. Régis, tu m'envoies un jingle? Oui, voilà, c'est bien ça. On limite les repas gras le soir. On mange lentement. On préfère la cuisson à l'eau ou à la vapeur. On mange des fibres. On surélève la tête de lit. On évite le tabac et l'alcool. Et ben voilà Régis, c'est du bon boulot ça. On passe à la conclusion. Pour conclure, on va tout simplement dire que les IPP c'est bien, mais c'est pas fait pour en manger toute sa vie. Alors plutôt que d'avaler un comprimé, on peut se poser et réfléchir aux causes possibles de ces troubles. Est-ce que je suis trop stressé? Est-ce que je mange vite? Bon, alors attention, ça marche pas à tous les coups. Parfois, on doit prendre des IPP suite à une opération ou à un problème anatomique. Mais parfois, quelques règles de vie simples permettent de limiter sa consommation. Alors je vous le répète, je vous dis pas d'arrêter votre traitement, jamais sans l'accord du médecin. Et ben voilà, on est à peu près à 7 minutes. Et pour cette première vidéo, ça s'est plutôt bien passé. Vivement la deuxième. Pour la prochaine vidéo, ce sera les anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisque les IPP sont souvent prescrits avec. Allez, portez-vous bien, la bise.